Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler des erreurs. Des erreurs de trading, des erreurs d'investissement, des erreurs qu'on connaît tous et qu'on fait tous. Mais voilà, on a tendance à se dire qu'on les fait parce qu'on est de simples particuliers. Or, les professionnels, les grands traders, les grands investisseurs, les grands gourous, eux aussi font des erreurs, ils font beaucoup d'erreurs. Malheureusement, elles sont en règle générale passées plutôt sous silence, où personne se concentre vraiment dessus. Les gens ont plutôt tendance à se concentrer sur les gains de ces personnes-là. Et donc, du coup, malheureusement, on ne peut pas réellement utiliser également les erreurs de ces grands gourous, de ces grands investisseurs, pour un petit peu comprendre que finalement, eux aussi, ils sont des humains, et eux aussi, ils tombent dans un certain nombre de pièges, notamment des pièges liés aux émotions, des pièges psychologiques. Donc du coup, j'ai voulu faire une synthèse un petit peu de tous les écrits, tout ce qu'on peut retrouver sur pas mal d'erreurs qu'ont fait de grands investisseurs, essayer justement d'en retirer la quintessence et essayer justement de faire réaliser un petit peu à tout le monde que les grands investisseurs perdent aussi, les grands investisseurs font des erreurs aussi, et quelque part, voilà, il ne faut pas se flageller non plus quand on fait une erreur. C'est aussi la raison première pour laquelle je partage avec vous mes positions, c'est dans le sens de vous montrer aussi que malgré le fait, quand on a une bonne stratégie, une bonne discipline, il y aura toujours des moments de moins bien, il y aura toujours des moments, pour X raisons, qui font que sur un trade, on va pas être optimal. Et donc là, évidemment, le pilier et le côté, et la chose la plus importante, c'est que quand justement on tombe un petit peu dans des travers et on fait des erreurs, il faut avoir cette capacité de savoir gérer ses pertes et donc d'éviter qu'une seule perte vienne complètement nettoyer et liquider un compte. Donc c'est ça également qui est important. Donc du coup, on va aller dans cet article où j'ai pris donc les erreurs, et puis derrière, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire. J'ai pris un certain nombre de mythes aussi, pour essayer de les tordre en deux. Donc ça, voilà, c'est pour essayer évidemment de vous aider. Donc du coup, même les meilleurs investisseurs font des erreurs. Et les médias, les livres et les investisseurs ont tendance à se focaliser sur les meilleurs traders, sur les meilleurs investisseurs en bourse. Enfin, ils se focalisent surtout sur leurs meilleurs coups. Buffett, Soros, Seikota, Livermore, Lynch et bien d'autres, bien entendu, sont des traders et sont des investisseurs d'exception, et ils ont été surtout rendus exceptionnels par les médias et reconnus par surtout les gros coups qu'ils ont faits. Alors, en les étudiant, on comprend ce qu'il faut faire, on comprend qu'il faut savoir quand investir gros pour gagner gros. Ça, c'est la règle vraiment qui est importante. Mais l'erreur serait de croire que ces grands investisseurs ne se trompent jamais, ou que quand ils se trompent, ils perdent peu et que c'est dérisoire par rapport à leurs gains et qu'ils ont d'autres gains qui compensent bien évidemment, donc c'est pas visible. La réalité est que les investisseurs en herbe qui suivent aveuglément sur la base du succès ces maîtres et qui essayent justement de répliquer leurs conseils, de répliquer ce qu'ils font eux, comme ils n'ont pas le même profil, le même capital, la même profondeur de portefeuille, la même expérience bien entendu, et la même gestion et acceptation du risque, ça c'est le point principal, cela peut souvent tourner au drame. C'est-à-dire on pense copier un petit peu les règles des grands gourous, et malheureusement on ne peut pas réellement faire exactement pareil, on ne peut pas se retrouver exactement dans la même condition. Et donc je pars du principe que c'est une erreur, que d'essayer de copier ou de faire comme quelqu'un, plutôt que de se comprendre d'abord soi-même, de connaître son profil et d'adapter ensuite la méthode à soi, histoire d'être confortable. Si vous sentez que vous n'êtes pas confortable, peu importe la méthode, peu importe votre approche, si vous sentez que vous n'êtes pas confortable, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut pousser et adapter encore plus la méthodologie à vous, à qui vous êtes. Et donc, ça passe évidemment par la première règle qui est de savoir qui on est et pourquoi on est en bourse. Ça, c'est très important. On va y revenir. La vérité est tout autre, car on se focalise souvent sur les gros gains de ces investisseurs d'exception, on se focalise à décrypter leurs bons coups en occultant les mauvais. Et des mauvais investissements, ils en ont fait. Et même pour certains, cela leur a coûté une bonne partie de leur fortune, ou encore leur fonds d'investissement, voire même pour quelques-uns leur vie. Forcément, cela fait moins vendre et donc on l'occulte et on se focalise que sur les gains.
Tout comme la majorité des investisseurs n'arrivent pas à regarder la réalité en face et ne peuvent donc jamais progresser s'ils continuent de parler sur les forums ou autres et à leur famille que de leurs gains, mais jamais de leurs pertes. Et donc, vous vous voilez la face si vous faites ça. On en trouve toujours énormément, on a l'impression qu'ils gagnent tout le temps. Alors, cela fait moins rêver, c'est sûr, mais ça fait progresser. Alors, dans cet article, on va se focaliser sur les grandes pertes des grands investisseurs en bourse. On se focalise souvent sur les grands coups de certains comme Soros, par exemple, avec la livre, mais moins sur leurs mauvais coups. Alors, Soros, toujours, qui achète les valeurs technologiques, par exemple, au début de l'an 2000. Alors, ça, c'est beaucoup moins connu, par exemple. Car voyez-vous, les grands investisseurs font aussi des erreurs. Et les montants n'ont rien à voir, bien évidemment, avec vos montants à vous, même si vous avez un gros portefeuille. Leurs erreurs sont les mêmes que les vôtres. Les montants changent, mais un grand investisseur aura autant de mal à gérer une position que vous, dès qu'elle dépasse une certaine pondération de son portefeuille total. Il faut savoir que les géants sont comme nous, ils ont la peur de louper l'opportunité, et derrière, ils ont la peur de couper quand ils se prennent une mandale. Donc la seule chose qui peut justement sauver, c'est la taille de gestion et la taille de la position. À partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'alléger, de renforcer et de faire les choses au fur et à mesure. Alors, par contre, il y a des investisseurs, il y a des géants qui derrière mettront le doigt dans l'engrenage du Moyen-Âge à la baisse parce qu'ils ont une certitude, enfin une conviction qui est devenue une certitude parce qu'ils sont tombés amoureux de leur action. Et donc ils vont tenter de se rassurer en biaisant leur esprit, bien évidemment, tout comme nous, tout comme ce que l'on fait évidemment à titre personnel. Donc il ne faut pas croire que voilà, il y a des surhommes, etc. Il y a une base d'expérience, mais dès qu'ils transgressent la discipline, dès qu'ils transgressent la gestion du risque, eh ben, ils rentrent dans une gestion émotionnelle comme tout le monde. La majorité des erreurs en bourse sont toujours les mêmes. On peut être un très bon investisseur 99% du temps et se ruiner avec une seule mauvaise position que l'on ne sait pas couper et que l'on va chevaucher jusqu'à la ruine. Ou on peut avoir raison moins d'une fois sur deux, mais savoir couper rapidement ses pertes et laisser courir ses gains. Là aussi, le but pour gagner est de suivre cette règle plus souvent qu'on ne la suit pas, bien évidemment. Mais la réalité est qu'il ne faut pas penser réussir à le faire à 100% à tous les coups. C'est faux. Les meilleurs investisseurs, eux aussi, sortent trop tôt, vendent juste avant le grand retournement d'un titre, ou alors vendre bien trop tard en ayant perdu une grosse somme. Alors je ne me considère pas comme un grand investisseur, mais quand je suis strict et discipliné, j'arrive à battre régulièrement le marché. Pour autant, je veux partager avec vous que ce n'est pas un long fleuve tranquille au travers du partage de mes positions, et je vous le démontre chaque jour. Et que même avec la meilleure stratégie du monde, on continuera par moments de couper un gain trop tôt, de laisser trop courir une perte, de vendre juste avant la relance haussière sans raison technique, bref, c'est la bourse. Et cela fait partie de la bourse. Ne pas l'accepter, c'est vous donner rendez-vous sur une route pleine de frustration. Vous devez accepter qu'il y aura des bons coups et il y aura des mauvais coups. Il y aura des coups où ça marchera parfaitement comme dans les bouquins et il y aura des coups où ça ne fonctionnera pas. Et c'est comme ça. Et donc vous devez d'ores et déjà accepter que ça ne marchera pas à tous les coups. Vous devez d'ores et déjà accepter que vous aurez des moments de faiblesse, que vous aurez des moments d'indiscipline, que vous aurez des moments d'impatience. Ce qui est important, c'est de l'accepter et de pouvoir vous y préparer et pouvoir préparer comment vous allez réagir le jour où ça arrive. Et donc ça, évidemment, le garde-fou, c'est vos tailles de position, c'est votre gestion du risque. La grande majorité des erreurs des meilleurs investisseurs et traders en bourse, vous les connaissez déjà et elles tournent toujours autour des mêmes choses pour n'importe quel investisseur, débutant ou expérimenté. Trop de levier, trop importante taille de position par rapport au capital. Tentez de faire des gros paris, qui plus est sur des titres qui sont illiquides ou qui peuvent rapidement le devenir dès que l'appétit pour le risque disparaît et vous vous faites piéger. Tentez des coups en dehors de votre domaine d'expertise. Tentez d'être dans tous les coups, c'est-à-dire essayer d'être partout, et donc quand on essaye d'être partout, on est nulle part. De la surconfiance et penser que le marché finira par vous donner raison. Et donc évidemment, en moyenne à la baisse, en moyenne à la baisse, en moyenne à la baisse, en moyenne à la baisse. La peur de louper le train, ce qu'on appelle le FOMO, ça c'est de l'impatience, de la précipitation, sans jamais patienter justement et attendre les bons moments pour intervenir. Et ça, les professionnels font exactement les mêmes erreurs.
Warren Buffett, on peut trouver tout un tas d'exemples aussi où il fait ce type d'erreur. Alors après, il y a différents horizons de placement, il y a différentes stratégies, bien entendu. Mais si on regarde un petit peu toutes les erreurs et tous les mauvais coups des meilleurs traders, et des traders, on va dire, plus particuliers et plus petits, eh ben, ça tourne toujours autour de ça. Les erreurs tournent toujours autour de ça. Et donc derrière, on peut toujours essayer de compenser ces erreurs-là grâce à une bonne gestion du risque. Et s'il n'y a pas la gestion du risque, eh ben, ces erreurs-là peuvent vous amener jusqu'à zéro. Alors, aucune méthode en bourse ne gagne tout le temps. Ça, c'est important de le savoir. La raison, c'est vous, pas la méthode. Il faut accepter que l'essentiel de la performance en bourse se fait sur quelques semaines à quelques mois de l'année. Et sur quelques positions. Le reste du temps, ce sont des bons coups qui compensent des moins bons coups. Refuser de le comprendre, c'est faire de l'overtrading et c'est forcer ses positions. Beaucoup d'investisseurs veulent gagner et se focalisent uniquement sur le gain. Et c'est une erreur. Si vous voulez vraiment gagner durablement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de tout faire dans votre approche pour apprendre et pour maximiser le fait d'avant tout ne pas perdre. Si vous vous focalisez à penser ne pas perdre, eh bien croyez-moi, vous allez gagner. Si vous vous focalisez à penser uniquement gain, 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 vous n'allez pas gérer votre risque, vous allez perdre. Si tout ce que vous faites est concentré à ne pas perdre, croyez-moi, vous gagnerez durablement sur les marchés. Trop d'investisseurs veulent sauter sur tout ce qui bouge et faire des coups. En faisant cela, ils n'apprennent jamais la patience et s'épuisent rapidement. Font une ou deux bonnes années, puis veulent faire un gros coup, mettre tout leur capital dessus, et tombent en surconfiance avec des positions bien trop larges. Un bon exemple de cela, c'est sans doute le meilleur trader de tous les temps, Jesse Livermore, qui en un seul livre donne toutes les clés qui sont intemporelles encore aujourd'hui, d'où le mot intemporel. Dès qu'on a un peu de bouteille et qu'on lit ce livre, on comprend que tout ce que dit Jesse Livermore en quelques pages est la clé. Il n'y a besoin de rien d'autre. Tout est dans ce livre, tout est dans les mémoires de Jesse Livermore, vous avez tout là-dedans. Pour autant, Jesse Livermore n'a pas réussi à suivre ses propres règles tout le temps. Et cela l'a ruiné à plusieurs reprises, mais surtout à terme, cela l'a usé. L'effet de levier l'a détruit à petit feu malgré des fortunes faites et défaites. Il savait comme nul autre que le marché était une bête humaine, mais il n'a pas su contrôler celle qui était en lui et n'a pas su gérer le risque par moment, ce qui a fini par le détruire. Il faut savoir que Jesse Livermore, c'est le premier à vous dire qu'il faut savoir couper les pertes. Or, quand on regarde un petit peu, lui, ce qu'il a fait, eh ben, il y a eu des moments, et les moments où il est allé jusqu'à la ruine, c'est parce qu'il n'a pas coupé les pertes. Et il a moyenné à la baisse. Donc ça aussi, c'est important de comprendre. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs savent ce qu'il faut faire. Beaucoup d'investisseurs savent exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est de la répétition. Mais combien d'investisseurs l'appliquent réellement? Combien d'investisseurs le prennent vraiment en considération et derrière vont regarder trade par trade ce qu'ils ont fait et se rendre compte que concrètement, ils ne l'appliquent pas. Que concrètement, ils se mettent dans des situations difficiles alors qu'ils savent qu'il ne faut pas faire ça. Et ça, c'est lié à notre mental, à tous. Et c'est lié, je veux dire, même moi, je me mets parfois dans des situations que normalement, je ne devrais jamais me mettre dedans. Mais ça fait partie du fait que, voilà, on est humain, on est investisseur. Mais ce qui est important, c'est de ne pas essayer de se limiter, d'avoir zéro émotion. Il faut avoir quelques émotions en bourse quand même. Il faut parce que sinon, on est rien de plus que des robots et ça perd réellement de son intérêt dans justement détecter les anomalies de marché. Mais derrière, il faut toujours avoir ce garde-fou, qui est justement la gestion du risque, la gestion de la taille de position. Et il faut donc toujours ajuster sa méthode en permanence. Donc ce qui est important, c'est que là c'est Graham. Graham, lui, il faut savoir, donc c'est sur l'aspect fondamental, lui, il a profité des nouvelles lois au début des années 30, qui obligeaient donc les entreprises à publier leurs résultats. Il faut savoir qu'avant ça, avant cette loi, les entreprises n'avaient pas d'obligation de publier leurs résultats dans le public. Donc en fait, c'était essentiellement de l'insider info, ou essentiellement, voilà, penser que telle entreprise va faire de bons chiffres, parce qu'elle a un bon produit, etc. Parce que vous regardez et vous voyez que toutes les mères de famille achètent tel produit, par exemple. Donc c'était essentiellement pour ça qu'on achetait une valeur sur un aspect fondamental, mais on n'avait pas les chiffres de la société. Et puis en règle générale, quand ça commençait à se savoir que les chiffres n'étaient pas mirobolants, ou que la société commençait à avoir un petit peu du mal,
et ben vous aviez une volatilité tout de suite qui se mettait en place. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut bien comprendre que l'analyse technique est arrivée avant l'analyse fondamentale. En tout cas l'analyse fondamentale qui est basée sur un aspect value, sur un aspect ratio, bref, sur la base de bilan et de compte de résultats. Donc Graham, il disait quelque chose, il disait en fait que les marchés en fait sont toujours pareils, mais ils évoluent. Et que donc en permanence, la base de votre stratégie, de votre approche doit être la même, mais vous devez en fait faire évoluer certaines variables, parce que vous devez vous adapter par rapport au marché. Et en fait, moi je vois le marché comme un effet de mode. C'est-à-dire, c'est comme la mode. Vous savez, la mode, ça revient, ça change par cycle. Ce qui était à la mode il y a 30 ans, ne l'a plus été après pendant 20 ans, 25 ans, et puis là, depuis quelques années, c'est en train de revenir. Et ainsi de suite. Après, ça va s'estomper, et puis on va revenir à la mode des années 90, par exemple. Et ainsi de suite. Donc vous avez toujours cet effet de mode, sans pour autant qu'on ait besoin de disserter sur le pourquoi du comment. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que voilà, de la même façon en bourse, vous avez certaines méthodes, certains indicateurs qui vont revenir à la mode, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et donc plus de gens vont se mettre à l'utiliser, plus de gens justement vont vouloir y percevoir une prophétie autoréalisatrice dans le sens où ça fonctionne. Donc du coup, comme d'autres personnes vont vouloir croire que ça fonctionne, et bien ils vont s'y mettre aussi, et ainsi de suite. Et puis, il faut savoir que voilà, les outils qu'on utilise aujourd'hui, les indicateurs potentiellement qui sont à la mode aujourd'hui, réfléchissez et demandez-vous quand est-ce qu'ils ont été créés. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de ces indicateurs-là sont très très vieux. Et vous allez vous rendre compte que, voilà, ils sont à la mode aujourd'hui, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, personne n'en parlait. Quand ils ont été créés, ils ont été à la mode aussi, et puis ils ont été oubliés. Donc c'est important aussi voilà, de toujours se donner une réflexion sur de dire, ouais, voilà, est-ce que je suis en train d'utiliser aujourd'hui pour ma méthode ? Il faut aussi que j'ai cette prise de recul nécessaire qui est de dire en permanence j'adapte. C'est pour ça aussi que j'adapte en permanence ma méthode. En permanence j'adapte au fur et à mesure en fonction de la volatilité du marché, en fonction de ce que me montre le marché. Et donc à partir de là, j'adapte les indicateurs, j'adapte mes screeners, etc. Donc c'est un travail perpétuel. Donc la liste de scientifiques s'étant cassé les dents sur la bourse est longue comme le bras. Je vous renvoie donc à la mésaventure de Newton, à une vidéo que j'avais déjà faite. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que la plupart des débutants, à chaque fois, ils ont l'impression qu'il faut être intelligent, et qu'il faut être vraiment connaître toutes les entreprises. Et non, les marchés ne vous récompensent pas d'être intelligent, ou plus intelligent que les autres. Et donc, en règle générale, les gens qui se croient plus intelligents que les autres, ils vont en bourse en pensant qu'ils vont tout éclater, et donc c'est la surconfiance, c'est l'ego, et en règle générale, ils éclatent tout, mais surtout leur compte. Donc, il ne vous récompense pas, le marché non plus, d'avoir une bonne logique sur l'avenir des sociétés. Pour avoir détecté un niveau de prix qui est une anomalie par rapport à l'actif net de l'entreprise, le marché potentiellement ne va pas vous récompenser non plus. Votre intelligence vous jouera bien plus de tours et vous empêchera de comprendre que le marché a toujours raison. Et donc, surconfiance, ego. Méfiez-vous de ça. Le cimetière des investisseurs, si vous devez retenir une phrase, le cimetière des investisseurs est rempli d'investisseurs avec des certitudes qui ont eu raison trop tôt et furent ruinés avant d'avoir eu raison. Il est important d'avoir une méthode, une stratégie, mais il est important, encore plus important, de prendre en compte qu'un bon investissement, c'est aussi un bon timing. Et vous avez besoin que le marché voit ce que vous voyez si vous voulez gagner en bourse. Si vous êtes le seul à voir une pépite, bravo, mais elle ne vous rapportera jamais rien, parce qu'il n'y a personne d'autre qui voudra vous la racheter plus cher. Donc c'est ça aussi qui est important de comprendre en bourse, c'est que quand vous achetez quelque chose, il faut aussi que vous achetiez quelque chose qui va intéresser d'autres personnes et surtout qui intéressera ces personnes qui voudront payer plus cher pour cette même chose. C'est toujours, quand vous achetez une action, vous devez avoir cette philosophie-là de vous dire à qui je vais la refourguer. Donc il faut qu'il y ait des gens à qui la refourguer et surtout, il faut qu'il y ait des gens à qui la refourguer qui seront prêts à payer plus cher. Et c'est là où vous vous dites, bon, potentiellement, là, je peux avoir un bon investissement et une bonne cartouche. Si vous achetez un truc dont personne ne veut juste parce que c'est pas cher, mais personne n'en veut, demain, personne n'en voudra non plus, vous vous retrouvez, et c'est pas cher, mais personne n'en veut. Donc, vous ne pouvez pas le vendre. Pour gagner en bourse, il faut que vous voyez ce que le marché voit et que vous anticipiez juste un poil avant la masse. C'est là tout l'enjeu de la stratégie du moins de risque, c'est d'anticiper juste un poil avant. Sinon, c'est de simples stratégies de breakout sur des cassures de plus haut, etc. Et ça, bien évidemment,
ça marche, mais vous avez aussi beaucoup de déchets. Donc vous devez être capable de gérer tout ce déchet que vous avez, puisqu'il y a énormément de valeurs qui cassent évidemment leur plus haut récent, et puis derrière qui réintègrent et qui vont ranger ou qui vont rebaisser dans la foulée. Donc ça, il faut pouvoir le gérer aussi, et ça se gère avec de la gestion du risque. Investir beaucoup d'argent dans une entreprise que vous ne comprenez pas est un moyen sûr de perdre beaucoup d'argent. Donc je vois beaucoup de personnes aussi qui font que de l'analyse pure, graphique, technique sur des petites sociétés. Il faut quand même regarder un minimum ce que vous achetez. L'analyse graphique pure, oui, ça peut fonctionner, mais si vous commencez à conserver cette action-là pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, tout peut arriver sur une petite société. La moindre annonce, et vous vous retrouvez tout de suite à moins 20, moins 30% sans pouvoir réagir. Donc là, clairement aussi, il y a toujours un petit peu de base de fondamentale, c'est-à-dire, c'est pour ça que je vous dis toujours que pour moi, c'est pas analyse fondamentale contre analyse technique, non. Les deux sont complémentaires et il faut faire des deux, il faut travailler les deux. Il faut utiliser de toute façon tous les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir justement détecter des anomalies de marché et en profiter. C'est ça réellement qu'il faut savoir faire et pas essayer de faire des petites guéguerres à dire quel est le meilleur indicateur, quelle est la meilleure méthode. Ça de toute façon, s'il y avait une meilleure méthode et un meilleur indicateur, croyez-moi, ça se saurait et tout le monde utiliserait le même. Et donc si vous avez autant de méthodes différentes et pourtant de personnes qui prouvent gagner également mais qui utilisent des méthodes différentes, c'est que l'essentiel est ailleurs. Ok, donc beaucoup d'investisseurs investissent beaucoup d'argent dans des entreprises qu'ils ne comprennent pas vraiment, voire même où ils n'ont fait aucune recherche. Ça, je suis toujours sidéré. Quand on me pose des questions, les gens ils ont acheté l'action et les gens commencent à me poser des questions. Et très rapidement, en faisant juste une recherche et en regardant les dernières news de la société, et voilà, je dis, mais voilà, ça c'était un risque. Ah ouais, mais j'ai pas regardé. Ah ouais, mais il faut savoir un petit peu et regarder ce qu'on achète. Donc moi, je suis toujours sidéré que les gens passent beaucoup plus de temps à regarder et comparer leur écran plat pour pouvoir changer leur écran plat ou leur canapé qu'à acheter l'action. C'est-à-dire, les gens vont regarder toutes les étiquettes et comparer les prix pendant des semaines et des semaines avant d'acheter leur écran plat. Par contre, pour acheter une action, paf, allez, une seconde, ah, ça m'intéresse, je trouve que le prix est bas, c'est pas cher, c'était plus haut il y a 2 semaines, j'achète. Et pas plus que ça. Donc si vous investissez votre argent comme ça, après, il ne faut pas regretter de vous dire que la bourse est injuste. Hein. Elle est tout à fait juste. Alors, si vous ne passez pas plus de temps à être sélectif dans vos achats, adapter la taille de vos positions en fonction du risque que vous prenez ou de la connaissance ou non-connaissance du dossier, c'est-à-dire avec des hypothèses de travail, vous continuerez à avoir de mauvais résultats. Clair. En même temps, qu'attendez-vous de vos investissements si vous y passez moins de temps qu'à choisir votre prochain écran plat? Je suis toujours impressionné par le nombre de personnes qui veulent gagner en bourse mais ne veulent pas passer quelques heures à apprendre les bases pour ensuite les perdre, le prix justement qu'ils auraient pu payer juste pour se former un petit peu et se lamenter sur leurs pertes. Donc c'est toujours intéressant, j'ai toujours des personnes qui me disent non, moi je veux pas savoir un petit peu comment décrypter le prix, je veux juste l'indicateur. Ok, mais l'indicateur, si on est débutant et qu'on ne comprend pas ce qu'on fait, bah, ça sert strictement à rien de suivre des signaux sans savoir ce que l'on fait, c'est aller au-devant de graves problèmes. Et puis surtout, c'est ne pas progresser. C'est-à-dire que même si vous gagnez parce que les signaux sont bons, vous ne progressez jamais. C'est-à-dire que le jour où le marché évolue, et donc les signaux ne sont plus, ont besoin d'évoluer aussi, ou ne sont plus updatés, etc., ben vous vous retrouvez comme un couillon parce que vous savez toujours pas lire le graphique. C'est la même chose pour tout un tas d'indicateurs que vous mettez sur le graphique des prix, qui viennent polluer le graphique, c'est mon avis personnel, qui derrière, en fait, vous aide visuellement, mais comme ça pollue le graphique, en fait, vous n'apprenez jamais vous-même à lire le graphique des prix. Et tout indicateur, de toute façon, qu'on rajoute sur le graphique des prix, c'est des choses que le prix peut vous dire si vous apprenez à lire le graphique. Maintenant, bien évidemment, beaucoup de personnes recherchent la simplicité, c'est compréhensible, mais la problématique, c'est de se dire, dans la durée, dans le temps, si jamais derrière ça ne fonctionne plus, ben vous ne savez toujours pas lire un graphique. Et potentiellement cet indicateur derrière ne fonctionne plus, ou plus aussi bien, et vous pouvez vous retrouver au-devant de graves problèmes, parce que ben, malheureusement, vous n'avez pas appris les bases. Donc, je referme la parenthèse. Donc, il me semble que c'est O'Neill qui disait ça, qui dit que dès que l'on achète une action, notre objectivité s'enfuit par la fenêtre. Elle est très bonne. Alors, je ne sais pas si c'est O'Neill ou quelqu'un d'autre, si vous l'avez, n'hésitez pas dans les commentaires, mais en gros, ce qui est très intéressant,
c'est totalement vrai, c'est qu'en règle générale, voilà, dès qu'on achète une action, derrière, bam, on est encore plus convaincu, voire même certain, qu'on a fait le bon choix, et donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne lit que les bonnes news, on ne lit que les choses qui vont dans notre sens. Donc ne tombez pas amoureux de vos actions, sinon psychologiquement vous allez vous enfermer dans un piège abscon, où vous ne verrez plus que les bonnes nouvelles en occultant les mauvaises, ce qui vous fera conserver un investissement contre la tendance dominante, contre le marché, pour les mauvaises raisons, car vous vous mentez à vous-même en ne lisant que les articles qui vous rassurent dans votre propre position, évidemment. Refuser d'avoir tort, c'est refuser de couper. Refuser de couper, c'est devoir couper un jour quand même, lorsque la perte sera bien trop importante à gérer émotionnellement, et s'enfoncer dans une grande dépression dont il sera difficile de se relever parce que vous aurez perdu très très gros. Et il faut toujours se rappeler que si vous perdez 50%, pour pouvoir revenir à votre équilibre, eh ben, il faut doubler après votre portefeuille. Hein. Et c'est pas si facile que ça à faire. Parce que qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là pour le faire le plus rapidement possible? Vous allez faire du all-in. Et ça, en 6 mois, c'est réglé. Je le répète, en tant que particulier, vous devez vous concentrer avant tout à ne pas perdre d'argent. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas naturel de penser comme cela, je le conçois, mais c'est la seule façon de vraiment gagner durablement en bourse. Pensez d'abord à ne pas perdre, et croyez-moi, les gains arriveront. Ne vous comparez pas. Votre ego est votre ennemi. Surtout dans le milieu des grands investisseurs, c'est assez impressionnant, hein, l'argent qui a été perdu juste parce qu'un gérant voulait en battre un autre, ou se penser plus intelligent que l'autre et conserver donc une position contre le marché, en disant « je vais bien finir par avoir raison ». Et là, c'est des gérants, il y a des exemples de gérants, hein, mais c'est tout un chacun, hein, vous, moi, tout le monde, on est tous comme ça. Donc, cela peut vous affecter en tant que particulier aussi. Vous allez suivre votre voisin en achetant des actions de la société X car il vous a dit gagner beaucoup d'argent. Et après tout, vous n'êtes pas plus couillon que lui, même vous pensez supérieur à votre voisin. Et donc du coup, vous dites, bah, moi aussi je peux le faire. Et donc pour rattraper votre retard, vous allez dire, bah, moi aussi je vais investir, mais je vais investir gros. Comme ça, je vais pouvoir rattraper mon retard et je vais pouvoir doubler cet imbécile. Donc ça aussi, de belles erreurs comme ça. Hein. Votre ego est votre ennemi. On dit souvent, et que je pense que de toute façon, si on ne canalise pas son ego, si on ne gère pas son risque, ben c'est simple, le marché n'a pas besoin de vous battre, vous vous battez vous-même. C'est-à-dire que votre ego est votre propre ennemi et votre plus grand ennemi en bourse. On a tendance à se dire quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas faire en bourse, ben c'est votre ego. Si vous gérez votre ego, déjà, vous enlevez 90% des erreurs qui peuvent découler de ça. Donc ne comparez pas vos performances, ne faites pas le malin à faire mieux que le marché ou battre un investisseur sur une position. Beaucoup semblent être en bourse plus pour avoir raison que pour gagner de l'argent. Et bien évidemment donc pour satisfaire leur ego, mais ça leur coûte évidemment beaucoup d'argent, puisqu'ils perdent bien évidemment. J'ai toujours quelqu'un qui viendra m'expliquer hein, que j'aurais dû faire ça ou ceci, car lui l'a fait, ou qui ne comprend pas pourquoi j'ai acheté ou j'ai vendu, car c'était évident, évidemment, qu'il ne fallait pas faire ce que j'ai fait, ou qu'il fallait faire plutôt ça. Alors beaucoup souhaitent recevoir une reconnaissance et veulent montrer qu'ils sont plus forts que les autres ou qu'ils en savent plus. À tout moment, il y aura toujours un investisseur qui sera mieux entré ou mieux sorti que vous. Tout le temps. Si j'ai 20 positions, et ben sur chacune des positions, il va y avoir un investisseur qui va être mieux rentré et mieux sorti que moi. Et donc, potentiellement, qui pourra toujours se faire plaisir à expliquer que voilà, il a été meilleur sur la position. Mais ça, vous devez en faire abstraction. C'est important. Vous devez totalement en faire abstraction et ne pas comparer vos performances. Parce que comparer action par action, ben, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous. Vous devez surtout être là pour vos objectifs personnels. Suivre vos objectifs personnels. Et donc, rechercher à faire vos objectifs à l'année. Et à être durable. Parce que des personnes qui battent le marché, des personnes qui font une année exceptionnelle, voire une deuxième année exceptionnelle, il y en a à la toque. Mais quand on regarde sur 5 ans, 10 ans, ben en règle générale, ils ont disparu parce qu'ils ont fini par cramer le compte. Donc ça, il faut toujours aussi réfléchir à ne pas regarder la performance juste sur un moment précis, mais vraiment la performance dans la durabilité. C'est comme ça qu'on reconnaît réellement, on va dire, un investisseur qui a vraiment une approche qui est durable dans le temps. Et donc ne pas faire attention à des pertes
qui sont court terme. Souvenez-vous toujours que qui fait le malin tombe dans le ravin, et donc il ne faut pas vraiment se concentrer là-dessus. Gagner en bourse est un marathon. À tout moment, un investisseur fera une meilleure performance que vous sur un titre donné. Il ne faut vraiment pas y attacher de l'importance. Mais ce qui est important, c'est le bilan à la fin de l'année. Car beaucoup d'investisseurs feront un bon coup et puis plus rien. Beaucoup feront plein de petits coups et une grosse perte dont ils ne viendront jamais parler et qui viendra tout effacer. L'important n'est pas de faire une bonne performance un mois ou une année puis de cramer le compte. L'important est d'être durable. Alors ne comparez pas vos performances. Car peut-être que sur quelques mois ou années, vous n'allez pas battre le marché. Mais à long terme, vous serez régulier et c'est ça qui fera la différence et qui fera de vous un très bon investisseur. Pendant que les bonnes performances d'une année, sur une année ou 2 années, sont explosives, mais derrière, les traders vont exploser le compte, en se laissant bercer par son ego, sa surconfiance et compagnie. Donc il vaut mieux faire ses objectifs, suivre son process et rester concentré là-dessus. Et tant pis, voilà, s'il y a des années où on ne bat pas le marché, bah tant pis. C'est pas sur ça qu'il faut juger. Il y aura toujours une année ou deux, c'est des cycles, où on sera un petit peu moins bien. Mais après, voilà, on va battre le marché. Aussi, il y a beaucoup d'investisseurs qui font l'erreur. Alors, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc ils vont sur des fonds de gestion. Et puis, dès qu'ils voient que le fonds de gestion ne bat pas le marché, et ben directement, ils vont vendre ce fonds de gestion-là pour en acheter un autre qui a l'air d'être plus performant. Oui, mais le fonds qui potentiellement a été performant cette année-là, il ne sera pas forcément performant les années suivantes. Le fonds qui n'a pas été performant sur une année, il faut savoir pourquoi, quelle était sa stratégie. Il y a des stratégies, il y a des investisseurs, ils ne cherchent pas à battre nécessairement le marché ou à surperformer le marché. Ils cherchent à avoir une stratégie qui est équilibrée. Donc comprenez d'abord la stratégie de chaque investisseur. Parce que si on veut faire vraiment du spéculatif, en effet, on peut doubler son compte, mais avec une prise de risque énorme, et il faut l'intégrer. Par contre, si on cherche à gagner juste petit à petit et faire en sorte de suivre le marché, voire de le battre un petit peu, en restant serein et en se faisant plaisir dans ses investissements, et bien là également c'est un autre type de stratégie. Donc il faut adapter de toute façon la stratégie à vos objectifs et à votre profil, à ce que vous recherchez. Donc les grands investisseurs qui sont retenus comme tels sont souvent des investisseurs qui ont su faire un gros pari et miser beaucoup dessus. Et pour moi, je pense que c'est à double tranchant ça, il faut faire attention. Le problème est que les médias et les gens raffolent ces histoires qui font gagner des sommes folles sur une anticipation de l'investisseur. En général, l'investisseur ne lâche rien et continue d'acheter même dans la baisse. Puis, grâce à sa pugnacité, il finit par avoir raison et devenir riche. Voilà, superbe histoire pour Hollywood. Ces histoires font rêver tout le monde, et c'est bien pour cela que l'on en fait des films. Le problème, c'est que beaucoup d'investisseurs comprennent mal la morale de l'histoire. Ils pensent qu'il faut faire donc une grosse anticipation, miser gros dessus, puis attendre d'avoir raison, même si on perd à un moment donné beaucoup d'argent. Malheureusement, si les médias et les gens se concentraient un petit peu plus à savoir quels sont les résultats de ce type d'approche-là, faire un gros pari, mettre beaucoup d'argent, ils se rendraient compte que pour un investisseur qui va en effet faire un gros pari et gagner énormément d'argent, 99% vont être ruinés. Et donc, se faire complètement laminer et sortir du marché. De grands gérants, de grands investisseurs ont vu les performances de toute une vie réduites à néant à cause d'un seul trade, un gros coup, trop gros, une certitude qu'ils ont transformé en pari et donc qui a complètement laminé le fond. Il convient de renforcer une position que lorsque le marché nous donne raison ou lorsque c'était prévu dans le plan de base, mais pas contre le marché. Oui, vous trouverez des gens qui ont réussi grâce à des gros paris faits contre le marché. Mais combien d'années d'attente dans le stress? Et surtout, combien ont échoué et n'ont jamais pu s'en remettre? Posez-vous les bonnes questions, la réalité est que statistiquement parlant, cela n'en vaut pas la peine. On prend de gros paris, on augmente sa position et son risque quand le marché nous donne raison. Le timing est essentiel. Vous devriez réfléchir à 2 fois avant de faire un gros pari boursier. Pensez risque avant de penser gain. Rappelez-vous que votre but n'est pas de gagner de l'argent, mais de ne pas en perdre. C'est contre-intuitif, mais vous maintient en vie et vous permet de gagner durablement. Et quand le marché vous donnera raison, et bien là, vous renforcez. Et là, vous finissez par avoir une position importante, mais le marché vous a déjà supporté dans cette décision-là. Et vous n'êtes pas en attente que le marché vous donne raison. Ça, il n'y a rien de pire. La correction arrive tout le temps en bourse. Les corrections, la baisse, arrivent tout le temps en bourse. Mais c'est rare que ces corrections deviennent un marché baissier.
Alors anticiper le prochain marché baissier vous fera perdre bien plus d'argent que de finalement ne rien prévoir et subir la baisse. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Peter Lynch. Là, ce que je veux vous dire, c'est qu'une des graves erreurs des investisseurs, c'est de couper leurs gains trop tôt. Pourquoi ils coupent leurs gains trop tôt? Parce qu'ils ont peur que ça rebaisse. Parce que, en gros, quand la bourse baisse, la majorité des investisseurs pensent que ça va baisser plus, parce qu'ils pensent que le futur n'est pas très bon. Et quand la bourse monte, la majorité des investisseurs vendent rapidement leurs actions avec des tout petits gains. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ça ne va pas durer et que ça va rebaisser. Et donc ils se convainquent justement de tous les signes noirs et de tout ce qui existe pour se convaincre que ça va rebaisser. Et malheureusement, donc, les investisseurs font de grosses pertes et des petits gains. Donc vous ne pouvez pas être rentable durablement à long terme avec ce type de méthode. Donc il faut revoir exactement justement il faut revoir justement l'approche justement et la façon de réfléchir sur ça. Beaucoup d'investisseurs perdent en bourse car ils veulent prévoir. En voulant prévoir, ils finissent par s'inquiéter de tout et de rien, ont les mains qui tremblent à la moindre baisse et en oubliant que c'est normal que ça baisse, que ça corrige, que ça reprenne son souffle et que c'est nécessaire et que tout le monde sera là toujours demain. C'est bien pour cela que la majorité achète haut et vendent bas. La peur. La peur de perdre et la peur aussi des fois de gagner. On coupe les gains trop tôt. La peur vient d'un manque de plan. Vous devez définir votre profil puis adapter votre approche à votre profil. Malheureusement, beaucoup tentent de copier trait pour trait une autre approche et se forcent à investir sur un horizon de placement qui n'est pas adapté à leur profil. Bien évidemment, c'est la catastrophe assurée car vous ne serez jamais capable de tenir vos plans puisque votre personnalité y est contraire. Vous devez adapter la méthode à votre profil et non adapter votre profil à la méthode. Ce qui vous permettra d'être discipliné dans le suivi de cette approche trade après trade. La majorité des pertes des pros et des moins pros proviennent d'un manque de discipline dans le suivi de leur plan. On avait prévu de couper sous tel niveau, mais finalement on conserve, voire en moyenne à la baisse, en se focalisant uniquement sur quelques éléments positifs. C'est une erreur, c'est un biais psychologique. Vous devez à tout moment vous préparer à l'inattendu, c'est-à-dire prévoir les scénarios et surtout comment vous allez y réagir. Tout cela en avance de phase, de façon à ce que quand l'inattendu advient, ne pas avoir peur ou ne pas être surpris et donc de savoir exactement quoi faire et donc de ne pas laisser justement vos émotions gouverner ce que vous devez faire. Cela vous permettra de rester rationnel et zen dans ce que vous avez à faire plutôt que de rester figé devant l'écran, à voir vos actions baisser sans savoir quoi faire si ce n'est les moyenner à la baisse. Les meilleurs investisseurs savent comment ils vont se comporter face à l'inattendu avant que l'inattendu advienne. Donc vous devez avoir plusieurs hypothèses de travail. Comment je réagis s'il se passe ça? Comment je réagis s'il se passe ça? Et si jamais il se passe ça, comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Ayez votre plan, écrivez votre plan. Et ça, justement, quand les choses vont se dérouler, c'est pas prévoir ça. Parce que prévoir, c'est se dire, il va se passer ça. Et j'anticipe qu'il va se passer ça. Et donc là, bien évidemment, les probabilités ne sont pas nécessairement avec vous. Mais anticipez plusieurs scénarios, et puis au fur et à mesure, laissez le marché vous confirmer un scénario plus qu'un autre, et au fur et à mesure que le marché vous confirme un scénario plus qu'un autre, le surpondérer dans votre portefeuille, le renforcer, ça c'est une approche où on joue avec les probabilités avec nous. Alors, on aurait tort de croire que les investisseurs, les gros investisseurs ne se trompent jamais, juste parce qu'aucun média n'est intéressé de parler des pertes. Évidemment, ça ne fait pas rêver. Mais au gré de mes lectures, je constate que les meilleurs investisseurs connaissent eux aussi des phases de moins bien, voire des explosions en plein vol. Alors, ce que je vous ai expliqué là, c'est des choses que j'ai lues, de l'expérience de mes propres pertes également. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que la chute boursière, l'explosion en plein vol d'un compte, elle est souvent personnelle. C'est lié à votre ego. Et on en a justement un magnifique enseignement avec ce qu'on peut nommer des pros. C'est-à-dire que même les pros explosent en plein vol. Même les pros ont des biais cognitifs. Donc, si les sommes sont plus colossales que pour des particuliers, on se rend compte que les problématiques d'un professionnel sont les mêmes que celles d'un particulier. À la différence parfois que le professionnel a moins de pression émotionnelle car l'argent n'est pas le sien. Mais ils font les mêmes erreurs et ont souvent les mêmes biais psychologiques que tout autre humain. Et cela les pousse à faire les mêmes erreurs que nous, particuliers. Ceci pour vous dire que lorsque l'on regarde dans le détail, s'il existe autant de méthodes pour gagner que d'investisseurs et que les raisons des pertes sont les mêmes pour tous, alors c'est bien
que ce qui fait la différence pour gagner en bourse à long terme et durablement donc, c'est bien non pas la méthode seule, mais une méthode adaptée à son profil, à son horizon de placement, à ses objectifs, avec la gestion du risque appropriée, qui permet de gérer les émotions. Alors c'est comme des piliers. Sans savoir bien acheter, vous ne pouvez pas gagner et aller bien loin. Mais même si vous savez bien acheter quand il faut acheter, si vous ne savez pas gérer votre risque, alors vous finirez ruiné. La clé est là, pas dans le dernier indicateur magique, sinon il y aurait bien longtemps qu'il aurait déjà été trouvé, qu'il serait utilisé. Si des investisseurs comme Bogle, Druckenmiller, Soros, Paulson, Ackman, Buffett et j'en passe se trompent, et parfois lourdement, il faut bien comprendre que c'est ok de se tromper. Et que cela fait partie de la bourse. Vous devez intégrer que vous allez vous tromper, parce que vous vous tromperez. Les meilleurs investisseurs en bourse se trompent. Ce qui est important, c'est de se tromper, mais de faire en sorte que quand on se trompe, on ne perd pas beaucoup d'argent. Et qu'on reste en vie, justement, pour voir venir de nouvelles opportunités. Donc pensez gestion du risque, pensez ne pas perdre, parce que c'est ça qui vous permettra de conserver votre capital, et quand l'opportunité elle viendra, que le marché vous donnera raison, de pouvoir renforcer cette ligne-là, et donc de pouvoir, sur une ligne, faire potentiellement la performance de votre année. C'est d'avoir tort et de refuser d'avoir tort qui vous coûte vos performances, et potentiellement votre compte de trading à terme. Prenons pour conclure Warren Buffett, il est connu pour une performance exceptionnelle et surtout très très longue dans le temps, c'est clair et net, rien à dire là-dessus. Mais il est moins connu pour ses mauvais investissements, et il en a fait. Un exemple notamment, c'est au début des années 90, il avait acheté Dexter Shoe, sur la base d'une valorisation peu chère, comme il aime à le faire. Le titre continua de baisser, il continua de moyenner à la baisse, et continua de baisser encore. La valeur était donc beaucoup moins chère, et donc du coup il se disait, si c'était une opportunité avant, il y a quelques mois, maintenant c'est encore plus une opportunité, donc je continue de racheter. La seule problématique, c'est que l'action ne s'est jamais relevée. Pourquoi? Et le marché avait vu juste en faisant baisser les cours, parce que le marché avait anticipé tout simplement que l'avantage compétitif de Dexter Shoe était en train de disparaître à cause d'une compétition grandissante, et puis surtout d'une réduction des coûts et d'une réduction des prix, par le fait qu'il y avait une production asiatique qui était de plus en plus omniprésente. Alors il s'en est rendu compte un petit peu trop tard, évidemment, et ça fait partie des grandes pertes de Warren Buffett. Mais bien évidemment, il a tout à fait compensé. Il faut savoir que Warren Buffett aussi, à chaque fois que vous avez une crise, son portefeuille perd quasiment 50% de sa valeur, et derrière il lui faut 3-4 ans pour revenir au même niveau. Mais si vous regardez sur la longueur, c'est pas problématique. Mais il y a beaucoup d'investisseurs en fait qui ne regardent pas les performances sur la longueur. Ils regardent comme ça, en 2008, moins 50%. Et derrière pendant 4 années, il a petit à petit il a grignoté, mais c'était pas bon. Et qui vont juste commenter sur ça et se fixer et juger la performance et la stratégie de quelqu'un sur une année. Alors que la stratégie fasse plus 50 ou qu'elle fasse moins 50, on ne peut pas juger une stratégie que sur une seule année, bien entendu. Alors d'autres exemples, avec des fonds qui, après de belles performances, ont, à force de moyenner à la baisse sur une position, une seule, où ils avaient des certitudes, ont fini par détenir une très très large part de cette société, et elle a fini en faillite. Pas de bol. Herbalife aussi, c'est un très bon exemple, où vous avez Ackman qui a vendu à découvert, il a moyenné plusieurs fois, justement parce qu'il était convaincu que c'était une coquille vide. Et l'action a continué d'exploser à la hausse. Bien entendu, là, l'action elle rebaisse, potentiellement elle finira par se cracher, il finira par avoir raison, mais pas le bon timing. Bad Blood aussi, il y a un film qui va sortir, donc c'est le titre aussi de cette vidéo. C'est l'exemple contraire, où vous avez là des gérants qui vont perdre des fortunes en étant trop exposés avant d'avoir réellement des résultats concrets et avant d'avoir des preuves de concept sur une entreprise qui finalement là est une coquille vide, pour ne pas dire une arnaque, ce qui était donc Theranos, qui est là du coup. Ça, quand vous avez justement des explosions comme ça en plein vol, rocambolescentes, là par contre on va en faire un film. Donc du coup, ce qui est important, c'est que on peut parler aussi de Soros, donc Soros bien évidemment qui a fait son grand coup, et qui derrière a fait plusieurs pertes, et notamment une grosse perte sur l'année 2000 où il est venu se mettre sur les valeurs technologiques. Il y a aussi tout un tas de grands investisseurs qui sont venus sur le pétrole en 2008, bref, la liste est très très longue. Et aussi, vous savez très bien, il y a des très bons gérants pendant de longues années qui ont fini par se planter complètement, notamment sur Sears, qui est allé jusqu'à la faillite également. Et donc, à force de moyenner à la baisse et d'être convaincu, une large partie du fonds a explosé.
Et là, c'est dramatique pour le gérant, parce que bah, comme les performances explosent en plein vol, eh ben, il perd ses clients aussi. Donc en perdant des clients, il est obligé aussi de vendre des positions, et donc d'encaisser encore plus de pertes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, quel est le conseil ou ce que vous en avez retenu que vous allez appliquer, chercher à appliquer. C'est pas tout de savoir, il faut appliquer également. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. Salut les graphes.